Bonjour, bon réveil en ce lundi matin en compagnie de la parenthèse. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine qui démarre sur la télévision nationale. Merci de nous préférer chaque matin pour agrémenter vos débuts de matinée du lundi jusqu'au vendredi. Nous sommes ensemble de 7h à 9h et aujourd'hui, les chroniqueurs sont mobilisés comme toujours pour vous faire passer d'agréables matinées de télévision tout au long de la semaine. Merci donc d'être des nôtres et ce matin, comme toujours, le programme il est assez varié. Vous retrouverez le menu juste après notre virgule humoristique. C'est parti pour la minute de l'humoriste. Watou. Ouais. C'est bon. Hey, viens. Viens. Tu vas me prendre un plateau d'œufs. Vite fait. C'est très urgent pour moi. Fais vite. Dépêche-toi. L'œuf qu'on m'a envoyé d'aller acheter. Hein? L'œuf là sortait de la mise de la poule. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, c'est les œufs. Boss, ça va. Boss, laisse-le. Il y a quoi? Il a cassé les œufs. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Hein? Tu marches sur les œufs. Je dis bien, tu marches sur les œufs. Si ça se casse, marche sur ça. Faut marcher sur ça. Vas-y.
Marche sur ça, c'est lent. T'as pour casser les œufs, c'est fini. Waouh. Et voilà, c'était donc Axel Merila à l'instant dans la minute de l'humoriste. On fait un gros coucou à l'humoriste web béninois qui nous accompagne dans la parenthèse du jour qui vous réserve la rubrique santé comme toujours avec Olive Oussougoué. Dans un instant, elle va s'adresser aux femmes avec son invité. Si vous êtes femme, donc, cette rubrique pourrait vous intéresser aujourd'hui vu le thème prévu par ma collègue Olive Oussougoué. Dans le son d'ici, nous irons tout droit dans le nord et dans le massif montagné de l'Atakora au sein du peuple Otamari pour en savoir un peu plus aujourd'hui avec Jennifer Sachivi et son invité sur les cérémonies d'initiation en milieu Otamari. On parle de Dikuntri chez les hommes et Difoni chez les hommes et Dikuntri chez les femmes. Vous allez mieux comprendre toutes ces expressions dans un instant. Dans Lexique Sport d'aujourd'hui, nous allons faire du golf avec bien entendu une technique pour utilisée bien entendu par les golfeurs pour travailler leur adresse. Il s'agit du swing. Nous allons également recevoir un invité dans un instant. Nous allons en parler du camp de la jeunesse qui se déroule à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 8 septembre bien entendu prochain dans Tutosphère avec Rodrigue Ola Babagbeto. Nous allons en apprendre davantage, bien entendu, sur les astuces des objets à utiliser à la maison vus sur le net. Ce sera avec Stanislas Lincoln. On va rigoler juste avant le talk du jour. Justement, le talk du jour, nous sommes lundi et on pense à ces élèves puisque lundi prochain déjà, nous serons à la pré-rentrée des classes et aujourd'hui, on parle de la relation entre les élèves et les enseignants ou entre les étudiantes et les professeurs. Quelles sont les limites à ne pas franchir dans ce relationnel? Voilà donc le menu de ce matin. Comme je vous l'ai dit, qu'on démarre avec de la santé. Olive Oussougoué est en plateau, toujours rayonnante un lundi matin après son week-end que j'imagine très reposant. Olive, bonjour. Bruno, bonjour. En tout cas, j'ai profité de mon week-end. Ça se voit. J'espère que vous avez passé un bon week-end aussi. C'est pareil. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous parlons ce lundi d'une maladie longtemps ignorée sous nos cieux. Il s'agit de l'endométriose, une maladie complexe diagnostiquée souvent avec un retard moyen de 7 ans selon les spécialistes. L'endométriose, quelles sont les différentes formes qui existent, les symptômes et le traitement disponible. Le gynécologue obstétricien Zaïd Olatundi est notre invité. Docteur, bonjour. Bonjour. Nous allons commencer naturellement par comprendre ce que c'est que l'endométriose. Alors, l'endométriose, on va dire que c'est la présence de l'endomètre en dehors de l'utérus. En dehors de sa position normale. L'endomètre, qu'est-ce que c'est? On va dire que l'utérus, vous savez que c'est la poche qui est censée contenir un enfant pendant la grossesse. Donc, à l'intérieur, l'utérus, c'est une poche musculaire. Et à l'intérieur, il y a une couche. Et c'est là où se passe l'anidation, en fait, en début de grossesse. Et c'est aussi cette couche qui pousse chaque mois et qui ressort sous forme de règles. Normalement, dans l'organisme, il n'y a qu'à cet endroit-là qu'on trouve cet endomètre. Mais chez certaines femmes, pour des raisons qui ne sont pas forcément bien connues, on va le retrouver en dehors de ce site. Et ça va être responsable justement des signes de cette maladie et des conséquences. Et c'est cette maladie qu'on appelle l'endométriose. Alors, est-ce que la maladie, elle est héréditaire ou bien ça se développe, il y a des facteurs qui favorisent son développement? Elle n'est toujours pas bien connue, la physiopathologie, en fait, le mécanisme par lequel elle apparaît, mais on sait que grosso modo, il y a quand même 2 facteurs. Il y a les facteurs héréditaires, parce que quand il y a des parents qui l'ont au premier degré, les chances de l'avoir sont multipliées par 5. Et d'autre part, il y a aussi ce qu'on appelle la théorie de la régurgitation, c'est-à-dire qu'on pense que chez certaines femmes, les règles en fait, qui sont censés être dans l'utérus et sortir par le bas, ont tendance à refluer à travers les trompes et revenir dans le ventre. Et c'est ça qui amènerait ces cellules de l'endomètre à proliférer en dehors de l'utérus. Voilà. Alors, donc, c'est à peu près les 2 théories. Alors, sous nos cieux, l'endométriose est souvent confondue avec les règles douloureuses. Qu'est-ce qui explique cela? Parce que l'endométriose, c'est une maladie qui va entraîner des règles en général. Il y a des femmes qui ont de l'endométriose sans signe,
Mais l'endométriose, le plus souvent, va se manifester par des règles très douloureuses. Donc, du coup, on a tendance à faire la confusion entre des règles douloureuses qu'on appelle essentielles, c'est-à-dire qu'on va retrouver chez une jeune fille, mais qui vont disparaître après un premier accouchement, aux règles douloureuses de l'endométriose, en fait. Alors, comment pouvoir faire la différence entre l'endométriose et les règles douloureuses? Parce que c'est justement à ce niveau que se situe le problème. Sur 4 femmes qui ont des règles douloureuses, il y en a une, statistiquement, qui a de l'endométriose. Donc, je pense que l'un des messages que ceux qui suivent l'émission devraient retenir, c'est que quand on a des règles douloureuses très importantes, associées à un certain nombre d'autres signes, il va falloir consulter des gynécologues pour qu'on essaye de faire le point de savoir si est-ce qu'on ne souffre pas d'endométriose. Alors, parlant de signes, quels sont les signes qui doivent alerter en ce qui concerne l'endométriose? L'endométriose, c'est essentiellement douleur. Et douleur chronique et cyclique, c'est-à-dire pendant les règles, des douleurs qui vont être exacerbées pendant les règles. Ça va être des douleurs du bas-ventre. Ça va être associé à des douleurs, par exemple, lors de la défécation, lorsqu'on va au sel. Et ces douleurs vont être exacerbées pendant les règles. On peut avoir aussi des douleurs, ça peut être des dyspareunies, des douleurs pendant les rapports sexuels chez des gens qui ont l'endométriose. Et même, des fois, quelques signes urinaires. Mais tous ces signes vont être exacerbés au moment des règles, en fait, exacerbés au moment des règles. Et dans un second temps, ça peut entraîner des difficultés à avoir des enfants, de l'infertilité. On va en arriver là, mais avant, l'endométriose, est-ce une maladie d'adolescente ou bien une femme âgée peut contracter la maladie à 30 ans ou 40 ans? En général, ça va être autour de 25-30 ans, le profil, mais dans certains cas, on peut les retrouver beaucoup plus tôt. Maintenant, il y a une forme particulière de l'endométriose, c'est-à-dire la présence de l'endomètre dans le muscle utérin, qu'on appelle l'adénomyose, qu'on va souvent retrouver plus tard encore chez la femme. Voilà. Alors, parlant justement des conséquences, vous avez commencé par énumérer quelques-unes. Et qu'est-ce que ça implique pour la femme en termes de conséquences? En termes de conséquences, je dirais que c'est déjà l'altération de la qualité de vie. Et des femmes qui ont de l'endométriose symptomatique, c'est des femmes à l'approche des règles qui vont stresser. Donc ça va apporter une très grande anxiété, même aller vers la dépression parce que... On imagine déjà la douleur. On imagine la douleur, c'est des gens qui ne vont pas pouvoir aller au travail, qui vont être sous perfusion pour calmer la douleur, tous les mois hospitalisés, tous les mois, pour pouvoir soulager cette douleur. Donc déjà là, ça altère la qualité de vie en ce qui concerne la douleur. Et de l'autre côté, il y a la question de l'infertilité. Ça peut entraîner des difficultés à tomber enceinte. Souvent des endométrioses qui vont être sévères. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas parce qu'on a de l'endométriose que forcément on ne va pas pouvoir faire des enfants. Dans beaucoup de cas, des gens d'endométriose ne le savent même pas et ont plusieurs enfants. Voilà. Et justement, parlant de l'infertilité, de la maladie même d'abord, est-ce que ça se soigne? Est-ce qu'on peut arriver à une guérison totale? Aujourd'hui, non. Pas pour le moment. La science n'a pas encore de solution définitive. Le traitement va concerner essentiellement la prise en charge de la douleur pour améliorer la qualité de vie de la femme. Et c'est souvent par des antidouleurs et des traitements hormonaux aujourd'hui. En cas d'échec, on peut aller jusqu'à faire des interventions chirurgicales qui ne vont pas non plus complètement faire partir, mais ça peut aider, et aussi dans le cadre de la fertilité. Dans le cadre de la fertilité, on peut aller à utiliser des techniques de procréation médicalement assistée. Ok, alors parlant justement de la guérison de la maladie, est-ce qu'il peut arriver que des femmes qui souffrent de la maladie font par exemple l'option qu'on leur retire l'utérus? Oui, ça fait partie des options de traitement. Chez par exemple une femme qui a de l'endométriose mais qui n'a pas de désir de maternité ou qui n'en a plus, si vous voulez, qui n'en a plus. Et par exemple qui va avoir un certain âge, au-delà de 35 ans, 40 ans, qui souffre énormément qui a peut-être déjà des enfants. Voilà, qui n'en veut plus. Le fait d'enlever l'utérus peut être une option en fait. Alors, la prise en charge, oui. C'est le gynécologue qui prend en charge l'endométriose ou bien est-ce qu'il y a d'autres spécialistes qui interviennent dans la prise en charge? Essentiellement le gynécologue, mais elle est aussi pluridisciplinaire. Sous au-dessus, elle est spécialiste de la douleur.
Et avec ces gens, avec ces spécialistes-là, les patientes vont être gérées en fait. Donc le gynéco, des spécialistes de la douleur, et même aujourd'hui de toutes les médecines parallèles, l'acupuncture, tout ça qui vont permettre de soulager et d'améliorer la qualité de vie de la personne, la patiente. Ok, et vous l'aviez dit, c'est parfois une maladie héréditaire, mais il y a des facteurs qui pourraient créer aussi la maladie. Et est-ce que les femmes, en tant que femmes, on peut éviter la maladie de l'endométriose? Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait une... Bon, je sais qu'il y a eu beaucoup d'écrits sur la question des facteurs alimentaires, manger ceci, ne pas manger cela, mais ça n'a pas fait ses preuves pour le moment. Il n'y a pas de facteur où on peut dire à quelqu'un, si vous évitez ça, vous êtes sûr de ne pas en avoir. Non, je ne pense pas. Mais donc, pour celles qui en souffrent, qu'est-ce qu'il faut éviter de manger, par exemple, qui pourrait aggraver la situation? Ça n'a pas, il y a beaucoup de papiers dessus, mais il n'y a pas de preuve. En fait, c'est pas prouvé scientifiquement qu'aujourd'hui, telle ou telle alimentation va vous permettre d'éviter ou de guérir une endométriose. Voilà. Alors, quand on revient un peu à l'endométriose et les règles douloureuses, qu'est-ce que vous conseillez d'habitude aux patients que vous rencontrez? Et quelle aptitude celle, par exemple, qui a les règles douloureuses doit avoir, par exemple, chaque mois? Je ne sais pas. Quel train de vie ou quels devraient être les réflexes d'une femme qui a... Une femme qui sait déjà que l'endométriose ou qu'elle ne sait pas? Qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas, les règles douloureuses. Parce que je l'ai dit, sous nos cieux, pour des raisons parfois sociologiques, et même les parents, quand la fille a des douleurs, on pense tout de suite aux règles douloureuses et on s'oriente parfois vers la médecine traditionnelle avec des tisanes pour pouvoir calmer la douleur. C'est une réalité sous nos cieux. Donc, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Non, ce que je dis, en fait, c'est que quand il y a des règles douloureuses, et en général, ça va se voir assez tôt, quand il y a des règles douloureuses où il y a vraiment de la souffrance et tout ça, il faut consulter. Il ne faut pas banaliser, il faut consulter. Et vous avez dit tout à l'heure que c'est une maladie qui était caractérisée, qui est toujours même caractérisée par un retard au diagnostic, parce qu'on n'en a pas forcément parlé. Le diagnostic, il faut être assez fin. En général, l'échographie par voie vaginale est assez sensible pour pouvoir diagnostiquer des endométrioses, la forme ovarienne. Par contre, il faut un échographiste un peu plus entraîné, en fait. Un peu plus entraîné pour pouvoir diagnostiquer de l'endométriose dans le pelvis, c'est-à-dire dans le petit bassin. Et derrière, l'IRM aussi va permettre de confirmer ça ou de nous préciser si on a une endométriose profonde, en fait. Donc, pour toutes ces raisons, vous comprenez que beaucoup de gens même peuvent consulter et que le diagnostic ne soit pas forcément fait non plus, parce qu'il faut les bons échographes et il faut la ressource humaine formée, qualifiés. Et même pour les IRM, ce sont des radiologues référents, en fait, habitués à ça pour le faire. Est-ce que le service est disponible aujourd'hui au Bénin? Je peux dire l'ensemble de tout ce que vous avez énuméré là. Il y a beaucoup de gynécologues au Bénin qui diagnostiquent de l'endométriose, mais si on veut regarder par rapport à la répartition de façon générale, je ne pense pas. Et ça amène à la question des moyens. Aujourd'hui, la médecine, pour des résultats, il faut être pointu. C'est du matériel de qualité, c'est de l'argent. La formation, c'est de l'argent. Voilà. Ok, alors, ce que nous n'avons pas abordé, c'est les différentes formes d'endométriose et qui existent. Et parlez-nous de ces différentes formes. Bon, comme je disais déjà dès le départ, l'endométriose, c'est la présence de l'endomètre en dehors de l'utérus. Donc, ça peut se retrouver dans le muscle utérin, toujours dans l'utérus, mais dans le muscle. C'est ce qu'on appelle de l'adénomyose. On peut l'avoir sur les ovaires. Ça va former toutes ces espèces de kystes qu'on appelle des kystes endométriosiques ou des endométriomes. On peut avoir ces glandes-là aussi sur les intestins. Et quand vous mettez une caméra, quand vous faites une cystoscopie chez une femme qui a une endométriose pelvienne, pendant les règles, en fait, ça saigne aussi dans le ventre. Donc, vous avez des règles dans le ventre. Aussi simple que ça. Et c'est ça du flux normal. Oui, puisque l'endomètre est censé s'écouler par le bas parce qu'il se retrouve dans l'utérus qui a une cavité. Ça coule vers le bas. Donc, si vous avez des cellules de cet endomètre dans le ventre, elles réagissent aux hormones aussi. Donc, elles se dégradent aussi et il va y avoir des règles. S'il y a de l'endométriose dans le rectum, on va avoir du sang qui sort dans les selles pendant les règles. S'il y en a dans la vessie, c'est des gens qui vont vous dire « je vois du sang pendant que je fais pipi, pendant la période de mes règles ». Ah là là. Alors, justement,
Et c'est justement ces signes, ce sang qui se sécrète au niveau du ventre, qui crée cette douleur. Oui, en partie parce que ça crée une inflammation. Ça va créer une inflammation et c'est ça qui va être responsable de la douleur. Ça va créer aussi des adhérences, des accolements entre les différents organes, surtout dans les formes profondes, et tout ça va être responsable des douleurs. Par exemple, entre l'arrière de l'utérus et le rectum, qui sont normalement des zones contiguës, il va y avoir comme une fusion au niveau de cette zone-là. Et c'est ça qui va être responsable, par exemple, des douleurs lors de la défécation, lorsqu'on fait les selles. Alors, quel conseil vous pouvez donner aux femmes? Vous l'aviez dit, la maladie ne se guérit pas totalement, on peut calmer la douleur. Pour les femmes qui en souffrent et les filles qui font objet de règles douloureuses, quel conseil vous avez à leur endroit? Premièrement, règles douloureuses, il faut consulter. Deuxièmement, lorsqu'on a de l'endométriose, qu'on n'est pas en désir de maternité, on va essayer d'améliorer la qualité de vie avec des antidouleurs. Si ça ne marche pas, le traitement hormonal peut aider à diminuer l'intensité des douleurs. Et si là aussi ça ne marche pas, on peut, tant qu'il n'y a pas de désir de maternité, on peut bloquer les règles. Parce que tant qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de douleur. Donc on peut bloquer les règles. Et souvent ça fait peur, on se dit, mais si je n'ai plus de règles, est-ce que ça n'entraîne pas d'autres conséquences? Pour le moment, non. Ça peut se gérer. Voilà, le fait de ne pas avoir de règles, si on les bloque, ne va pas vous entraîner, faire plus de mal que ça. Que l'endométriose. Voilà. Maintenant, pour celles qui sont en désir de maternité, ça va être la gestion de la douleur. Et derrière, savoir que si c'est vraiment au bout de quelques années, si on n'y arrive pas malgré tout ce qu'on fait, il va falloir consulter des spécialistes de la fertilité pour qu'on les aide avec des techniques de PMA, les inséminations intra-utérines ou même aller jusqu'à la fécondation in vitro pour l'endométriose sévère. Ce que moi je voulais demander pour finir, docteur, est-ce que c'est la douleur lors des relations sexuelles qui font que les femmes qui souffrent de la maladie sont réticentes? Est-ce que c'est la conséquence directe en ce qui concerne l'infertilité? Il n'y a pas que... C'est une des raisons. La principale raison, déjà, c'est que l'endométriose, comme je le dis, il y a du sang dans le ventre, ça crée un environnement inflammatoire qui ne permet pas, en fait, que tous les mécanismes qui vont permettre à la fécondation et tout ça se passent. Dans certaines formes, comme dans l'adénomyose, c'est-à-dire l'endométriose du muscle, ça va entraîner une difficulté à l'implantation de l'œuf. Vous allez avoir des accolements aussi à l'intérieur de l'utérus, à l'intérieur du ventre, en fait, si vous voulez, des adhérences qui vont gêner aussi. Et derrière, vous avez effectivement les douleurs pendant les rapports sexuels qui vont entraîner une raréfaction, une baisse de la libido, en fait, puisque les rapports sont douloureux. On va en avoir de moins en moins et quand il n'y a pas de rapport, c'est difficile d'avoir des bébés. Des enfants. Donc, il y a toutes ces raisons qui vont être responsables de cette infertilité dans l'endométriose. Alors, merci beaucoup, docteur. C'est la deuxième fois que nous vous recevons sur ce plateau. Bruno, on a fait le tour des questions. Docteur Zaïd, très suivi également sur les réseaux sociaux. Vous nous rappelez vos pages parce que sur faites, Facebook. En dehors de ces émissions, vous avez des petites capsules que vous mettez en ligne pour pouvoir sensibiliser davantage. Tout à fait. C'est des petites capsules pour pouvoir sensibiliser. En général, une fois par semaine aussi, on a un live où on répond pratiquement à ce genre de questions. En fait, en général, les mercredis soirs, sur les pages Facebook, TikTok donc, les gens et peuvent YouTube. se connecter pour vous poser les questions les mercredis. Les mercredis en général, à 20h, heure de Cotonou en général. D'accord. Voilà. Et quelles sont ces pages? Donc, c'est la page YouTube, Facebook et TikTok. C'est sur les pages, c'est Dr Zaïd Olatunji, tout court, @Dr Zaïd Olatunji. Le Zaïd, c'est pas... Z-A-Y-D. C'est Z-A-Y. C'est pas Z-A-I tréma, c'est Z-A-Y-D. D'accord, Dr Zaïd Olatunji sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Et sur TikTok. Voilà. Il y a tuteur dedans? Bien sûr. Ah, ok. Voilà. D'accord. Bien sûr, il y a 75 000 abonnés sur TikTok. Voilà, 75 000 abonnés. C'est C'est énorme. Oui. Allez, donc prenez le rendez-vous les mercredis avec Dr Zaïd Olatunji pour poser toutes vos questions à partir de 20h lors de ces lives Facebook. Vous pouvez également, en dehors de ces rendez-vous, laisser peut-être des questions sur votre page. Les lives, c'est mieux parce que les questions avec le travail, on a du mal à répondre au flux parce que ça vient de partout. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, Dr Zaïd Olatunji, pour tout ce que vous faites. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien. Vous étiez ce matin avec nous donc pour nous parler de l'endométriose et on espère que beaucoup de femmes ont pu tirer profit de cette rubrique. Merci également à vous, Olive Oussougou. On va vous retrouver très prochainement, pourquoi pas, quand on aura encore d'autres questions de santé qui touchent au domaine de la gynécologie et de
de l'obstétrique, c'est bien ça? C'est bien ça. Et de la fertilité. Et de l'infertilité. Merci beaucoup. On va poursuivre la parenthèse à présent. On va faire du sport juste après la santé. Le temps pour nous de retrouver Jennifer Sachivi qui sera en plateau pour nous parler, bien entendu, des cérémonies d'initiation en milieu Otamari. Je rappelle également que nous avons un invité que nous allons recevoir dans un instant pour parler du camp de la jeunesse qui démarre pour l'édition 2022 ce jour, lundi 5 septembre 2022, bien entendu, et qui va durer jusqu'au 8 septembre prochain. On va faire du sport, on va faire du golf avec la complicité de Timothée Houton. C'est parti pour Lexique Sport. Le swing de golf Élan au Québec est le mouvement effectué dans le but d'apporter une énergie à l'aide d'un club à la balle pour qu'elle parcourt la distance souhaitée. Tout golfeur a un swing propre à lui, mais celui-ci comporte tout de même des éléments quasi fondamentaux. Le backswing, il s'agit d'une rotation de buste et non des bras vers l'arrière. On peut appeler overswing le fait d'aller trop loin en arrière, ce qui peut permettre de mettre plus de vitesse dans le club. Par contre, il perd en précision. La rotation entraînant les bras, un bon swing doit procurer le plus d'énergie possible à la balle en la frappant en plein centre de club. Une pleine rotation entraîne un swing complet et une demi-rotation, un demi-swing. D'un point de vue psychologique, la balle n'est qu'un incident de parcours du swing. La souplesse de l'élan dépend aussi d'un grip relâché. Il est conseillé de ne pas s'inspirer de l'élan des professionnels tels que Tiger Woods, McIlroy et Stenson. Ceux-ci, bien qu'ayant l'impression de donner de la puissance, sont en réalité extrêmement relaxes dans toutes les parties de leur corps concernées. Enfin, on considérera que le swing d'Ernie Els est un modèle de relâchement pour ceux qui cherchaient à s'inspirer des meilleurs. Forcer n'engendre rien d'autre qu'un coup moyen, voire raté. Le golf est un jeu d'extase. Il est tellement important de maîtriser d'infimes détails et de faire preuve de persévérance pour les 9 à 18 trous. Et tout commence avec votre swing. Si vous ne parvenez pas à envoyer votre balle suffisamment loin ou si vous n'avez jamais frappé une balle de golf de votre vie, voici quelques conseils pour améliorer votre swing. Placez votre pied légèrement en avant de la balle. De cette façon, votre club sera positionné vers le centre de votre corps. Vos pieds devraient être légèrement plus écartés que vos épaules. Rapprochez-vous ensuite suffisamment de la balle afin que le centre de la tête de votre club atteigne la balle lorsque vous tendez les bras sans faire d'effort. Vérifiez ensuite votre alignement, l'alignement étant la direction dans laquelle sont orientées vos épaules et vos pieds. Fléchissez par la fin légèrement les genoux. Plutôt que d'être raide comme un mannequin, essayez d'adopter une position plus athlétique en fléchissant légèrement vos genoux.
Et voilà, c'était une petite leçon sur le swing au golf dans l'Exixport de ce lundi 5 septembre 2022. On espère que vous avez pu tirer voilà, un peu de connaissance de cette expression, de ce mot utilisé typiquement dans le golf un peu partout. Voilà. Allez, on va poursuivre la parenthèse de ce jour avec un invité, comme je vous le disais, monsieur Valentin Agossou. Il est avec nous sur ce plateau pour nous parler du camp de la jeunesse organisé par le IYF, voilà, le IYF, l'International Youth Fellowship. Et pour l'édition 2022, ça démarre déjà ce lundi 5 septembre et va durer jusqu'au 8 septembre. Le thème, c'est changement de mentalité de la jeunesse pour le développement de la nation. Présentez-nous l'IYF d'abord. Ok, bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers téléspectateurs. IYF, c'est International Youth Fellowship, tel que vous venez de le dire, qui est Communion internationale de la jeunesse, qui est une organisation sud-coréenne qui a une division ici au Bénin. L'IYF est une organisation qui a pour but d'amener les jeunes à un changement de mentalité. Et déjà, c'est dans près de 80 pays avec 215 branches aujourd'hui. D'accord. Alors, l'une des activités phares de l'IYF, c'est bien entendu l'organisation du camp de la jeunesse, un camp qui se déroule cette année pour le compte du Bénin à partir de ce jour. Parlez-nous de ce camp et comment il va se dérouler. Tout à fait. L'édition de cette année, c'est la 12e édition. Nous organisons déjà les camps au Bénin. Et pour cette année particulièrement, tel que vous l'aviez dit, le thème, c'est le changement de mentalité de la jeunesse pour le développement de la nation. Et lors de ce camp, nous aurons des invités, conférenciers qui seront là, qui vont partager leur expérience pour tout ce qui est du domaine de l'entrepreneuriat. Et nous avons un communicateur principal qui est venu de la Corée du Sud, le docteur Kim Il-sung, qui va partager ses expériences en termes de changement de mentalité à la jeunesse béninoise. Et le changement de mentalité dont nous parlons ici va se focaliser sur 3 éléments, à savoir la maîtrise de soi, la réflexion profonde et puis la communication, l'échange avec les autres. Et lors du camp également, ce n'est pas juste que des formations. Donc, il y aura aussi du divertissement, et des prestations culturelles et également des activités sportives. Mais il faut souligner que le camp se tourne autour également de différentes formations que nous appelons des formations académiques à notre niveau et qui permettent de donner des notions, ou bien d'initier des jeunes qui seront présents lors de ce camp à des activités telles que la transformation agroalimentaire, la transformation des produits cosmétiques, et également comment fabriquer des pelles, comment rédiger un plan d'affaires, comment rédiger un projet, l'oratoire, maîtriser des langues étrangères telles que l'anglais, le coréen, le chinois, l'espagnol et autres. D'accord. Alors, pourquoi le choix de ce thème cette année? Pourquoi avoir choisi de parler du changement de mentalité de la jeunesse pour le développement de la nation? Donc, il faut souligner, monsieur le journaliste, que tout développement se base sur les ressources humaines. Et qui parle de ressources humaines qualifiées. Et si aujourd'hui on va parler du développement de la nation, il faut prendre appui sur la jeunesse. Et pour que cette jeunesse soit mieux outillée, il faudrait qu'elle ait une mentalité renouvelée. Nous avons vu les nations qui prospèrent jusqu'à ce jour. Ceux qui ont contribué à leur développement ont une mentalité. Quelle est cette mentalité? Cette mentalité de pouvoir servir, cette mentalité de pouvoir contribuer à changer les choses. À mon époque, c'est moi qui doit trouver les solutions qu'il faut pour pouvoir faire avancer les choses. Ne pas rejeter cela sur les autres. Et c'est pour cette raison que cette année, le thème qui est choisi, c'est le changement de mentalité de la jeunesse pour le développement de la nation. Parce que nous savons que si la jeunesse a une mentalité renouvelée, une meilleure mentalité, la nation se portera mieux. 4 jours donc pour tenir ce camp de la jeunesse. Il va se dérouler où? Le camp de la jeunesse va se dérouler cette année au centre de l'ONG IYF à Calavi,
Adjagbo. Le centre est non loin du cimetière de Adjagbo. D'accord. Alors, quelles sont les expectations? Qu'est-ce qui est attendu à la fin de les objectifs fixés à la fin de Les objectifs fixés à la fin de ce camp, c'est que tout participant puisse ressortir avec une nouvelle mentalité. Ça, c'est le premier élément. L'autre objectif, c'est qu'il puisse avoir une notion, il puisse être initié à l'une des formations académiques. Et il faut ajouter que c'est aussi un moment d'échange et de divertissement. En plus, de divertissement, de réseautage. Parce que participer à un camp de jeunes où vous allez rencontrer des jeunes qui viennent de différentes parties du Bénin, différentes régions du Bénin, c'est sûr que vous allez vous créer un réseau qui vous permettra de devenir peut-être ce jeune dont la nation béninoise a besoin. Et il faut dire que à la fin du camp également, ce ne serait pas fini pour les formations académiques. Nous avons nos centres dans presque toutes les villes du Bénin où vous pouvez vous rendre pour pouvoir poursuivre toutes ces formations-là que vous avez démarrées. D'accord. Alors, autre chose encore qu'on n'a pas peut-être évoqué sur ce camp de la jeunesse? Donc, il faut dire que le camp de la jeunesse, tel que nous le disons déjà, démarre aujourd'hui, effectivement. À partir de quelle heure? À partir déjà de 15 heures, les participants vont commencer à être reçus. De combien de pays viennent-ils les participants? Pour l'instant, nous avons des pays de l'Afrique de l'Ouest, tels que le Togo, la Côte d'Ivoire et quelques participants du Ghana qui sont annoncés, en plus des jeunes qui viennent du... D'accord. Est-ce que chaque pays organise son camp ou c'est le Bénin qui abrite les manifestations dans la sous-région? Dans le passé, c'était que le camp s'organisait dans un pays particulier, mais il s'est fait que le constat, c'est que le nombre de participants qui venaient ne permettait plus de pouvoir mettre tous les participants dans un seul pays et surtout avec les limitations de la crise sanitaire. Donc, cette année, c'est chaque pays qui organise son camp. Voilà. Et le Bénin organise le tien qui se déroule du 5 au 8 prochain. 4 jours. Donc, un mot de la fin, un dernier appel un dernier appel, c'est pour dire que le camp de la jeunesse, nous l'appelons simplement la BAC du changement. C'est-à-dire, si vous venez au camp, vous ne repartirez pas le même. Comme on dit souvent. Vous venez, c'est pour une transformation et c'est pour dire que quiconque voudrait ou bien ne se retrouve pas dans la localisation peut appeler juste le 62 24 20 et puis 50. Et on vous aidera à pouvoir vous orienter pour pouvoir venir sur le camp de la jeunesse que vous ne regretterez jamais. Rendez-vous donc au centre de l'IYF de Calavi Adjagbo pour donc vivre des moments de changement de mentalité pour ce camp de la jeunesse qu'organise l'International Youth Fellowship 2022 avec de très grands orateurs qui sont attendus et de très grands communicateurs également qui sont attendus pour faire passer le message du changement de mentalité de la jeunesse pour le développement de la nation. Monsieur Valentin Agosso, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'IYF, donc l'International Youth Fellowship ici au Bénin. Merci d'être passé sur ce plateau et on vous souhaite de passer de très bons moments et un très bon camp de la jeunesse et surtout succès à vos travaux. On va poursuivre la parenthèse de ce matin avec le son d'ici qui nous amène au cœur du massif montagnier de l'Atakora et ses magnifiques tatas pour apprendre un peu de la culture Otamari. C'est dans un court instant. Baba, Nam, franchement, 107.4, je ne sais si je serai encore assis avec vous. Mon fils, je remercie le gouvernement pour cette initiative. En notre temps, sans argent, on n'avait pas accès aux soins adéquats. Mais aujourd'hui, grâce à cette carte, nous avons tous droit à une bonne prise en charge. Papa, Baba, je peux aller me faire soigner au centre de santé si je suis malade. Oui. Chacun a sa carte, les enfants et les femmes enceintes aussi. Donc tu connais tout ça? Elle connaît tout. Va me chercher Barou. Je dois aller au champ annoncer la bonne nouvelle. Les amis, c'est grâce à cette carte que je suis debout aujourd'hui devant vous. J'ai pu accéder à des soins gratuits. Récupérer une santé de fait. Nous l'avons tous.
Gardons-la jalousement. Ne la perdons surtout pas. Désormais, c'est notre sauveur. Avec votre carte biométrique, dans les centres de santé publics ou confessionnels, vous bénéficiez de la consultation gratuite et une prise en charge selon les modalités fixées par l'État. Arche, votre protection et votre soutien. Le son d'ici. Le son d'ici, comme je le disais, nous amène au cœur du massif montagneux de la Takora et c'est magnifique. Tata, où vivent les peuples Beta Maribé. Voilà. Et ce matin, c'est Jennifer Sachivi qui est là, comme d'habitude, tout de rose vêtue pour l'exercice. Jennifer, bonjour. Bonjour Bruno, comment allez-vous? Ça va, c'est de l'orange ou du rose? Difficile à dire, hein. C'est du rose pour qui veut ou de l'orange, voilà. D'accord, vous allez bien et le week-end, il a été? Ça va, et chez vous Bruno? Ça va, très bien, c'est la forme. Aujourd'hui, nous sommes chez les Otamari. Non. Chez les Beta Maribé. Voilà. Voilà. Je vais y arriver. Chez les Beta Maribé. Otamari, c'est le singulier. Tout à fait. Et inutile de vous dire, je suis sûre que vous savez, il y a cette cérémonie d'initiation des hommes qui est actuellement en cours. Je crois bien c'est le Difoni. J'ai bien prononcé cette fois-ci. D'accord. Et nous en parlons avec notre collègue Noël Ncha, qui est ressortissant de l'aire culturelle Otamari. Bonjour Noël. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Noël, hein, qu'on a le plaisir de recevoir. Il était déjà ici l'année passée, il revient encore. Hein. Voilà, toujours disponible, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Alors, nous parlons du Difoni. Cette cérémonie d'initiation de l'homme en milieu Otamari et qui regroupe un peu plusieurs peuples de la Takora, Natitengu, Bukumbe, etc. Déjà, si vous deviez définir Difoni de façon littérale, ça donne quoi? Difoni, c'est rite initiatique en milieu Otamari pour ce qui concerne les adolescents. D'accord. Oui. C'est un passage, hein, ça leur permet de devenir homme, si j'ai bien compris. Adulte, oui. D'accord. Alors, comment cela se passe déjà? C'est un rite qui se tient, disons, tous les 4 ans. D'accord. Et ça se fait pour chaque jeune 2 fois. D'accord. Quand vous dites jeune, de quel âge il s'agit? À partir de quel moment on commence ce rite? À quel âge on finit aussi? L'âge normal, c'est la tranche d'âge d'adolescence, mais précisément aux environs de 16-18 ans. D'accord. Mais des particularités peuvent faire qu'on puisse le faire à un enfant beaucoup plus jeune ou à un adulte qui n'a pas fait, vous savez, comme à milieu Otamari, nous croyons à la réincarnation. D'accord. Et donc, quand on suppose que l'ancêtre qui s'est réincarné à travers cet enfant n'a pas atteint l'âge du rite avant de mourir, de quitter ce monde, on se dit que la même situation peut se reproduire. Ah, d'accord. Donc, ils anticipent. Et avec les consultations, on anticipe. Et le jeune peut alors traverser l'âge et vivre longtemps. D'accord. Donc, ça fait que pour cette raison, on peut amener un enfant plus jeune à faire Difoni avec ses grands frères. Maintenant, celui qui aussi devrait faire Difoni, qui ne l'a pas fait, qui a peut-être 30 ans, voire 40 ans, et qui rencontre des difficultés dans sa vie, peut être amené à retourner au village pour subir le rite initiatique. D'accord. Donc, quand vous parlez de difficultés, c'est peut-être quelqu'un qui n'y a pas taillé d'importance. Donc, quelle est l'importance de Difoni, j'ai envie de dire? D'abord, il faut dire que Difoni est ce rite qui permet à l'adolescent de passer dans la classe des adultes. Et tant que vous n'avez pas fait ce rite, il y a des endroits auxquels vous n'avez pas accès. Il y a des débats auxquels vous ne pouvez pas participer. Parce qu'on suppose que vous n'avez pas cette maturité. Comme on le dirait, vous n'avez pas entendu des choses sérieuses pour pouvoir discuter des sujets profonds de la communauté. Donc, c'est d'abord ça. Ça vous permet de passer de la classe d'adolescents à la classe des adultes.
Deuxièmement, ça vous permet, disons, de vous réaliser en fait. Parce que un jeune adolescent est comme un enfant qui peut se permettre tout ce que les enfants se permettent. Mais à partir de cet âge, à partir de cette cérémonie, je me dis, quand vous y entrez, vous ressortez, vous n'êtes plus la même personne. Ça vous change de mentalité, ça vous change le langage. Et au-delà de cela, nous disons en milieu Otamari, c'est au cours du rite initiatique que l'enfant ressort avec son destin à main. Et donc, pour les adultes qui initient les jeunes, à partir de cet instant, on peut savoir que ce jeune, il va réussir de telle façon, de telle autre façon dans sa vie. D'où le lien avec les difficultés que vous évoquiez tout à l'heure, pour celui qui ne l'a pas fait. Absolument. Donc, ce rite est tellement important en milieu Otamari qu'il vous épargne beaucoup de choses, beaucoup de difficultés. Et à partir de cet instant, celui peut-être qui, comme je parle de difficultés, pouvait avoir des problèmes à avoir des enfants, avoir une épouse, un foyer stable, à partir de ce rite, il peut se retrouver. D'accord. Et en quoi consiste... Au-delà de ça même, en milieu Otamari, quand vous n'avez pas, vous êtes dans la tradition, vous n'avez pas fait le rite initiatique et vous épousez une femme et vous faites des enfants, vous n'êtes pas sûr qu'ils survivent. D'accord. C'est très important. Traditionnellement, c'est comme des enfants qui ne sont pas légitimes. Légitimes, en fait. Voilà. Et aussi, dans certains sectes, vous n'avez pas droit à la parole. Voilà. Si les gens sérieux parlent, si vous n'avez pas... Vous n'avez rien entendu de sérieux. Donc, vous n'avez pas des avis de qualité à apporter parce qu'on considère que vous n'êtes pas du tout mature. Bruno, très avisé sur la question. Un peu quand même, un peu. Pas très comme Noël. Mais en quoi consiste la cérémonie? Parce qu'actuellement, c'est en cours, ça se fait en groupe. Racontez-nous un peu. Ah, c'est là la vraie question. C'est là où vous allez peut-être fuir ce plateau. Ah bon? Je ne fuirai pas, je suis sûre, je suis courageuse. Bon, juste, je vais présenter un peu comment ça se fait. Et sans aller en profondeur, mais ce que je peux dire, c'est un rite qui occupe pratiquement une semaine. Et les jeunes, à la veille du rite, on vous rase carrément la tête. D'accord. Et on vous enferme dans une chambre, on vous met nu. D'accord. Allez-y. Et pendant la semaine, vous ne pouvez rien initier de vous-même. Il y a un jeune qui est à votre service. Pour manger, il faut vous laver les mains. Pour vous laver, il faut une femme pour le faire. Vous ne pouvez pas vous laver seul. Vous ne faites rien de vous-même. Pour manger, même, il faut que le jeune homme mette la main dans le bol et qu'il mange le premier avant que vous ne mettez la main. D'accord. Sinon, vous restez affamé. Oui. Le jeune à la disposition, est-ce que lui, il est déjà initié ou non? Non, c'est juste vos petits frères. Ah, d'accord. C'est juste vos petits frères. Juste on les prépare, voilà comment ça se fait. Et ils s'occupent bien de vous. Pour sortir, c'est eux qui vous conduisent également. Et quand vous sortez pendant cette période, personne ne doit vous regarder au visage. Donc ça fait que quand vous sortez, vous avez toujours la tête baissée. Et quand vous quittez la maison, on entend seulement une vieille qui crie et qui donnait un ton et on se signale, on sait que le jeune initié va sortir et il sort en toute vitesse avec son petit devant pour aller nu. Et pendant ce temps, vous avez l'obligation d'aller dans votre famille maternelle pour recevoir la bénédiction avant d'aller dans la forêt sacrée. D'accord. Et justement, au niveau de la forêt sacrée, ça se passe comment? Au niveau de la forêt sacrée... Vous y faites combien de jours? Toujours nu? Voilà, d'abord, quand vous prenez les communautés qui ont évolué jusqu'à après Natitengo en venant vers Cotonou, il faut marcher pendant toute une journée, du matin peut-être jusqu'à la nuit, pour retourner dans les montagnes de Bukombe et Koussou. En traversant la ville? Non, il y a des sentiers. Il y a des sentiers. Pour éviter la ville. Il y a des sentiers. Aujourd'hui, à cause de la ville, quand on doit passer dans la ville, il y a d'autres dispositions qui sont prises. On reviendra sur ça. Et donc, vous traversez, vous allez là-bas, vous allez passer une première nuit
Le lendemain, on vous met dans la forêt sacrée, chacun a sa pierre sacrée sur laquelle il doit s'asseoir, c'est un caillou d'ailleurs, et personne ne doit toucher l'autre, parce que comme on dit, personne ne peut contaminer l'autre en termes de malédiction et de bénédiction. Donc vous y passez une première journée assis là-bas, toute la journée. Et parfois, vous voyez, dans la Takora actuellement, c'est la saison pluvieuse. Et la pluie se déchaîne du matin au soir et vous tape proprement. Vous êtes dedans. Tout le monde peut fuir, revenir dans le tapage sacré, mais vous êtes dedans. Dans la forêt sacrée. C'est pourquoi, pendant la période, on induit les jeunes de beurre de karité. Le beurre de karité fait que quand la pluie tombe, l'eau passe et vous n'attrapez pas facilement froid. Donc, vous passez la première journée jusqu'au soir, on va faire les rituels qu'on va faire, vous revenez à la maison. Le lendemain, au soir, vous allez devoir sortir et faire un parcours initiatique qui, habituellement, il y a plusieurs sites. Je vais parler de ce que je connais le mieux. Donc, vous commencez au bas d'une montagne en faisant toutes les cérémonies qu'il faut faire avec les vieux qui vous initient. Et après, vous allez devoir marcher certainement de 18h jusqu'à 23h. Pour gravir la montagne? Pour gravir la montagne et redescendre quelque part et revenir dans le site. Et la route, là, on ne l'emprunte que pour le rite initiatique ou alors le vieux qui initie les gens, les jeunes, quand ils meurent, c'est en ce moment on emprunte cette voie-là. On ne vient pas la préparer pour passer. C'est un sentier où deux personnes ne peuvent pas passer ensemble. C'est l'un derrière l'autre. Et donc vous allez faire ce parcours-là, revenir. C'est un parcours de combattant. Oui. Et quand vous revenez de là-bas, vous avez forcément faim. Ah, il y a de quoi. C'est la voie de soi. Bon, on vous donne la bouillie à boire, la pâte acide, notamment parce que ça redonne de l'énergie. Et le lendemain, vous allez continuer le rituel. Il faut aller dans une rivière, en fait, où on ne voit pas, mais on met la main dedans, on sort ce qu'on ramasse. On ramène au niveau je vais dire, ce que nous appelons communément le serpent initiatique, l'esprit autour duquel se fait le rite. Donc, on ramène, on pose, et les vieux sont là, ils observent et ils peuvent savoir à peu près ce que le jeune a ramené de la rivière, ce que ça signifie. Ça peut être du sable, ça peut être un caillou. De la boue, ça peut être un caillou, ça peut être tout ce qui se trouve au fond de la rivière. Et la consultation est on appelle ça tout le monde. On appelle ça tout le monde. D'accord. Donc, on n'a pas besoin de faire une consultation. À regarder, les vieux, ils comprennent déjà le sens de chaque. Voilà. Et c'est après cela que se fait, je dirais, la déclaration, la conversation qui rend le jeune homme adulte, c'est cela? Oui, parce que pendant ce séjour-là, en fait, il y a des étapes d'entretien où on vous rappelle vos origines. Comment vos parents ont parcouru pour être là et pourquoi vous êtes là. Quelle est votre place dans ce monde-là? Et donc, comme je le disais, quand vous avez entendu un certain nombre de choses, ça vous transforme, que vous le vouliez ou non. Forcément. Vous sortez une autre personne. Et pendant la période, justement, on va vous coucher là, faire les rituels qu'il faut faire, vous dire ce qu'il faut vous dire dans l'oreille. On va vous le dire par 2 fois pour que ça puisse bien entrer. Et chez nous, pour blaguer, on dit communément, quand tu n'as pas bien reçu, tu rentres, peut-être tu vas faire que tu épouses une femme, vous n'allez faire que des filles ou des garçons. On est obligé de te ramener pour corriger quelque chose. C'est très intéressant, Noël, merci beaucoup. Et justement, la cérémonie est actuellement en cours. Est-ce que ça a évolué en temps ou est-ce que c'est toujours authentique? Ça a gardé son côté authentique comme avant? Ça a gardé le côté authentique avec quelques nuances actuellement. Puisque donc, il y a eu des modifications. Avant, quand nous le faisions, nous étions en communauté entre nous. Aujourd'hui, la ville a rejoint les villages et les sites sacrés. Il faut traverser la ville, puisque je parlais de faire les rites tout nus. Maintenant, quand il faut forcément traverser la ville, on vous porte de collants à la couleur du corps
pour ne pas vous laisser exposer quand même. Voilà votre nudité, disons, à des étrangers. D'accord. Donc, il y a cet aspect. Est-ce que cette cérémonie au cours de laquelle vous êtes nus, est-ce que si vous étiez marié avant de vous lancer dans l'initiation, est-ce que c'est permis que votre femme vous voie nu? Oui, tout le monde vous voit nu. Seulement que quand vous arrivez au niveau de la route initiative dont je parlais sur la montagne, et si votre femme n'est pas de la communauté, il y a des étapes qu'elle ne peut pas franchir. Si elle veut franchir ces étapes-là, elle va suivre un rituel à elle aussi. Elle va suivre un rituel à elle et elle va se mettre nue. Elle va se mettre nue. J'aime cette mais quelle est la périodicité? Vous avez parlé tout à l'heure de la pluie. Est-ce que c'est toujours dans la même période que ça se passe? Oui, c'est souvent en saison pluvieuse au lendemain du festival de Kuchati. D'accord. Kuchati, quand on fait Kuchati, aussitôt c'est des fornes qui suit. Et puis, on ne fait pas ça au même moment, puisque la société Otamari est organisée de telle sorte qu'on sait qui va commencer. Et tant que ça n'a pas commencé là-bas, les autres ne peuvent pas faire. Donc, ça a commencé depuis pratiquement fin mai là-bas, et juin je vais dire, à Bukumbe. Et à Bukumbe, ce n'est pas tout le monde. Il y a ceux qui doivent commencer, ils ont commencé. Donc ça a évolué progressivement. Actuellement, c'est au niveau de la zone de Perma. Et là encore, ceux qui sont en train de le faire vont finir, disons, ils finissent cette semaine. Et la semaine prochaine, c'est une autre communauté qui va commencer. D'accord, bonne cérémonie à tout. Vous avez aimé la cérémonie, le concept? J'ai beaucoup aimé. En fait, c'est intéressant. C'est intéressant. Vous savez, chaque peuple a ses réalités. Quand vous faites partie de cette culture, quand vous faites partie de cette croyance, c'est sûr que vous ne direz pas non, moi je préfère ne pas rester nu. Enfin, soit quand vous choisissez. Olive est très intéressée par ce rituel. En fait, Olive est en train de demander, est-ce que les femmes le font aussi? Les femmes le font. Les femmes le font. Et si, comme je le disais... Et ça porte toujours le nom d'Ifoni? Non, des country pour les femmes. Pour les femmes, d'accord. Et comme je le disais tantôt pour les hommes, si j'épouse Jennifer Olive, je l'amène là-bas et qu'elle veut suivre nos cérémonies, elle va se mettre nue. D'accord. Ce serait pas mal. Et ça ne gêne pas. En fait, quand vous vous mettez nu, même après une semaine, vous n'avez même plus envie de porter caleçon. Vous risquez de devenir c'est les débuts qui dérangent. Oui, mais après, vous êtes dans le bain. Donc, imaginez Noël quand il a fait puisque vous l'avez fait. Oui. Voilà, imaginez Noël quand il était... C'est pas le Noël en 3 pièces que nous avons, sur ce plateau. Et vous l'avez fait, Bruno? Non, parce que je suis pas au Tamari. Ah, d'accord. Non, je suis pas au Tamari, donc je ne l'ai pas fait, je ne le ferai pas parce que je suis pas au Tamari. Mais je suis très proche d'eux quand même, du côté maman. D'accord, je comprends. Mais il faut mieux. aussi dire qu'aujourd'hui, les religions importées ont beaucoup altéré. Il y en a beaucoup qui ne se sentent plus obligés de le faire. Ce parcours. Puisque se confier à ce rite, c'est comme ce que les chrétiens diraient aujourd'hui, se mettre sous le couvert du sang de Jésus-Christ. Et donc, c'était un passage obligatoire, comme le baptême aujourd'hui pour le chrétien. Donc, quand les gens deviennent chrétiens, ils ne jugent plus important de retourner, puisqu'ils ont déjà le Christ qui les protège. Mais ceux qui y croient le font toujours. Le font. À un moment, ça affaiblit, mais je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça a repris de l'ampleur actuellement. D'accord. Même des parents qui sont en Europe, aux États-Unis et autres, ramènent les enfants pour le faire. Oui. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, la fin, c'est la fin qui est intéressante. Il y a des festivités? C'est clair. Absolument. Il y a de la viande, il y a à boire, il y a un peu de tout. Mais est-ce il y a des invités? Oui, quand on finit le rite comme ça, on revient de la forêt sacrée. Maintenant, les semaines qui suivent, on organise une fête pour dire merci à tous ceux qui vous ont aidé pendant ce temps. Et là, on invite les amis, la famille maternelle
Et puis, tous ceux qu'on peut inviter, tous ceux qui ne sont pas invités, qui s'invitent, tout le monde vient faire la fête. D'accord. Merci beaucoup. C'était très intéressant. J'espère qu'on parlera prochainement du Dikuntri. Dikuntri, oui, pour les femmes. Oui. Pour voir les particularités là-bas aussi, comment ça se passe. Merci beaucoup, Noël, d'avoir accepté notre invitation. Et merci, Bruno, de nous avoir reçus et d'avoir participé à ce débat. C'est moi. Merci beaucoup à vous, Jennifer Sachivier. Merci à Noël Ncha, qu'on va retrouver, comme on l'a dit, pour parler du Dikuntri, voilà, chez les femmes. Pour voir les nuances, ça va être intéressant, j'imagine aussi, tout comme ça l'a été pour les... C'est sûr. Pour les hommes. Vous avez aimé pour les hommes? Oui, mais je suis plus curieuse de comprendre pour la femme. Pour la femme. Ça va être intéressant. En tout cas, le dénominateur commun, c'est qu'on marche nu. Donc, le reste, Noël viendra dire, mais le dénominateur commun, c'est déjà ça. Allez, merci beaucoup. On va poursuivre la parenthèse. À présent, on va prendre quelques astuces sur le net avec Rodrigue Ola Babagweto. Il est déjà en studio. C'est parti pour Tutosphère. C'est l'heure de Tutosphère, astuces sur le net et tutoriel avec Rodrigue Ola Babagweto. Bonjour et bienvenue. Bruno, c'est toujours un plaisir d'être là. Mesdames, Messieurs, bonjour. Allez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'il y a sur le net comme aujourd'hui, astuce? Nous avons dégoté pour vous quelques brillants tours que vous pouvez faire à la maison. Des tours qui vont paraître pour vous de la magie, mais ce n'est pas le cas parce que vous allez réussir à réaliser ces tours avec des ustensiles que vous avez chez vous à la maison. Vous ne le croirez pas, mais ça marche. Suivons plutôt.
Et voilà, donc c'était quelques astuces pour savoir réutiliser certains objets chez nous. Et voilà, la question toujours qui revient, celle des goudes ou des bouteilles en plastique qu'on utilise dans nos maisons. On a pu voir qu'on peut les réutiliser, par exemple, pour protéger la main au moment de frire du poisson, par exemple, parce qu'il y a de l'huile qui rejaillit toujours sur la main. Exactement, exactement. Et on a également vu, pour ceux-là qui n'ont pas vraiment l'usage des baguettes pour les repas chinois, comment s'y prendre pour pouvoir se rendre la tâche facile. Il y avait également des coquilles d'œufs dont on peut se servir pour pouvoir nettoyer son moulinex ou son blender, comme on a l'habitude de le dire. Alors, j'ai également une autre vidéo qui contient toujours quelques astuces, on va dire, de cuisine. Et bien oui, aujourd'hui, on fait un peu une part belle à ceux-là qui sont amoureux de la cuisine. Alors, nous allons suivre pour quelques tours et astuces étonnants pour la cuisine, cet élément. C'est intéressant. Très intéressant. Donc, on sait désormais que lorsque vous avez les restes de nourriture qui sont dans votre poêle, eh bien, vous avez la possibilité de les retirer avec de la pâte dentifrice. Si vous avez du mal à le faire en utilisant l'éponge en fer, comme on a l'habitude de l'appeler, ou avec du métal pour pouvoir racler tout le temps. Et bien voilà une astuce dont vous pouvez vous servir. Et puis on sait que la pomme, on a souvent du mal, pour les amoureux de la pomme comme moi, on a souvent du mal à laisser quelques bouts partir et on a souvent envie de tout engloutir et de tout prendre, de tout déguster, mais il se fait que vous avez la possibilité de retirer tranquillement cette partie-là, pardon, ce noyau, si je peux le dire ainsi, de la pomme, et puis vous faire plaisir, quoi. Très astucieux, surtout pour la poêle, parce que quand vous grattez la poêle, ça laisse parfois des rayures et ça porte atteinte un peu au caractère lisse de la poêle, alors que quand la poêle n'est plus lisse, ce n'est vraiment plus la peine. Et donc là, avec la pâte dentifrice, on a compris qu'on peut dégager simplement les débris qui sont restés scotchés à la poêle. C'est vraiment intéressant. C'est ça. Et aussi, on a vu que lorsqu'on a par exemple des difficultés à pouvoir ouvrir un sachet de biscottes ou un sachet de frites ou de chips, il faut prendre juste 2 pièces quand même, l'une au niveau du pouce et l'autre au niveau de l'index, et on a plus de facilité à le déchirer. Simplement. Voilà. Merci Rodrigue pour ces astuces. C'est toujours un plaisir. Sur le net, on va enchaîner. Toujours on reste sur le net avec Stanislas Lincon cette fois-ci, mais avec lui c'est un tout autre pan. On va découvrir dans un instant. C'est parti pour Vue sur le net. Allez, regarde nos étalages.
je finirai par abandonner ce commerce-là. Un message amoureux. Love, love. Annie, tout ça en une journée? Ma copine, pardon, dis-moi tout. Oh ma chère, tout ça, c'est grâce au microcrédit à Alafia. À Alafia. Hier, j'ai été notifiée par SMS de l'obtention de mon crédit. J'ai vite retiré mon microcrédit via un transfert mobile, sans frais de retrait. Et voilà. Moi aussi, je suis devenue une grande. Vous aussi, faites confiance au microcrédit Alafia. Rendez-vous chez le SFD le plus proche. Souscrivez à l'offre de crédit et offrez-vous l'opportunité de réussir. En plus, c'est simple, à moins de coûts, sans frais de retrait et sans déplacement. Obtenez votre crédit depuis votre téléphone mobile. Microcrédit Alafia, le crédit qui vient à vous. Vue sur le net, c'est avec Stanislas Limpon. Stanislas, bonjour. Bonjour Bruno Soali, bonjour à chacun et à tous et bienvenue à votre rubrique préférée. Alors, qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui, ce matin? Oui, c'est l'heure bien sûr de Vue sur le net, comme vous l'avez dit, cette rubrique est très prisée de nos amis téléspectateurs. Et sur le net, justement, j'ai vu pour vous une dame qui a déjà divorcé avec son mari, mais qui sollicite l'avis des internautes en ces termes. J'ai surpris mon mari avec la bonne, j'ai divorcé et ils se sont mariés. Que faire pour récupérer mon mari? Demande notre dame sur Internet. En commentaire, les internautes n'ont pas pardonné. Il y a un internaute qui répond en ces termes, tu deviens la bonne. Ah, parce que quand on devient bonne, la suite de l'histoire, enfin, dans ce couple, elle pourra aussi on la récupérer. connaît, c'est qu'elle pourra récupérer son mari, comme l'autre l'a fait. Bien sûr. Donc, c'était un jeu de chaises musicales hein, Exactement. entre la femme qui était mariée et voilà, la domestique. Exactement. La domestique prend sa place et elle revient prendre la place de la domestique pour après reprendre sa place. Alors, quoi d'autre, Stanislas? Alors, une autre image, cette fois-ci, cette image a l'allure d'une information fabriquée parce que ce n'est pas vérifié. Des internautes ont l'habitude de faire ces genres de blagues pour faire rire généralement et je vous en donne lecture. À Abomey-Calavi, venu pour un rituel d'argent, un homme enceinte la fille du marabout. En commentaire, on peut lire « Si c'était toi ». Ouais, si c'était toi. Je ne ferai pas ça. Ah, pourquoi? Vous avez peur du marabout? En tout cas, chacun a son avis. De toute façon, la fille du marabout devra se marier un jour. Bien sûr. Mettons-nous aussi à la place du marabout en question. Ah oui. Et si tu étais le marabout, quelle serait ta réaction? Je permets à Rodrigue de répondre. Mais marabout, tu viens et puis tu es censé profiter de mes services pour pouvoir te faire de l'argent et tu vas enceinter ma fille. Ah ben écoutez, c'est un cas qu'on va revoir. Tu risques d'être plus pauvre que tu n'étais quand tu es venu. Il faut craindre la représailles simplement. Bien sûr. Stanislas. Bon, à présent, on va faire une devinette Bruno. Quand l'argent est là, j'apparais. Quand l'argent s'en va, je disparais. J'ai envie de vous demander qui suis-je. Mais en attendant, j'apparais. Quand l'argent s'en va, je disparais. Mais en attendant, il semble que notre amie Olive a la réponse à la question, mais elle préfère garder sa réponse. Mais en commentaire, il y a un internaute qui dit qu'il s'agit d'une femme. C'est pas moi. Ah, c'est la femme, selon l'internaute. Oui. Bon, c'est sans commentaire. Olive, vous confirmez?
Elle a dit jamais. Bah, ils ont dit non, c'est pas la femme. Voilà, c'est pas la femme. On va chercher la réponse à la Bien sûr, bien sûr. Bruno, je vous réserve une agréable surprise à la fin de l'émission, mais en attendant, je vous permets de découvrir cette surprise en images. Des brochettes, bien sûr, de noix de palme aromatisées. Chaque brochette coûte 500 francs CFA. Lancez vos commandes sur mon numéro, pas mon numéro 1, le numéro du vendeur. C'est difficile à croquer quand même, parce que on sait avec les cailloux comment ça se passe, à plus forte raison les dents. Donc si vous avez des problèmes aux dents, ne vous aventurez pas. Ce n'est pas un plat recommandé pour des gens qui ont des problèmes aux dents. Donc, ce sont des brochettes, ça ne coûte rien pratiquement, 500 francs seulement. Et puis voilà. C'est aromatisé encore, c'est intéressant. C'est bien cher en plus, pour le travail que ça va vous donner aux dents. Je trouve que c'est cher. Autre chose, Stanislas? Alors, une autre image. Bruno, est-ce que vous avez déjà vu un maçon signer un tombeau? Vous allez découvrir ça en image. Un maçon qui a signé un tombeau, vous allez voir ce qui est écrit là-dessus. Tombeau non payé à maçon. C'est dans un français approximatif, je vous le dis comme ça. Tombeau non payé à maçon. En légende, un français tout aussi approximatif. Moi qui pensais déjà tout vu, jusqu'à ce que je tombe sur ça. Du coup, voilà, c'est un client qui a payé pour un tombeau, mais qui n'a pas... Il a engagé le maçon et visiblement, il n'a pas payé. C'est quand même osé pour une question de tombe, de ne pas payer le maçon qui est venu ériger le mur sur la tombe. C'est osé quand même. Et en lieu et place, visiblement, du nom du défunt, c'est sa signature qui figure. Avec inscription, on ne m'a pas payé. Donc le maçon qui est jaloux et qui réclame à sa bannière donc sa dette auprès de ceux-là qui lui doivent de l'argent. Bien sûr. Une chose est certaine, le défunt est dans sa dernière demeure. C'est ça. Une demeure endettée visiblement. Ah oui. Merci beaucoup à vous, Stanislas Limpon avec vous. C'était Vu sur le net et c'est le cas tous les lundis. Juste avant le talk et justement le talk du jour qui va s'installer dans un instant, on parle des relations entre les enseignants et les élèves ou entre les professeurs et les étudiantes. Quelles sont les limites à ne pas franchir? On en parle dans un instant avec mes invités. Merci Stanislas. On va installer le talk avec Stan. Et voilà, c'est l'instant du talk. Venez, chers invités, venez vous installer, venez sur ce plateau. Aujourd'hui, on parle de la relation entre les enseignants et leurs élèves, entre les professeurs et leurs étudiantes. Il y a bien de limites à ne pas franchir, il y a bien de choses à ne pas faire, il y a beaucoup d'interdits. Certes, c'est important d'avoir une relation avec ses apprenants, mais il faut avoir des relations saines avec ces derniers. Il ne faut pas franchir certaines limites parce que quand on les franchit, ça devient bien compliqué. Il y a de l'éthique à observer et on va en parler avec mes invités dans un instant. Juste c'est ça qu'on a découvert lundi passé sur ce même plateau. Il est le surveillant général du CEG Aquaqua Centre. Monsieur Juste Essa, bonjour. Et juste à côté de vous, l'éternel Epiphanazon, notre cher papa qui est avec nous sur ce plateau, président de la fédération, de l'association nationale, de la fédération. Voilà, je confonds la fédération à l'association, mais c'est plutôt le président de l'association nationale de la fédération, désolé vraiment, des parents, d'élèves et étudiants du Bénin. Voilà, Epiphanazon qui est avec nous sur ce plateau et Rodrigola Babagweto qui est resté. On pourrait être rejoint sur ce plateau par le docteur Émile Hungo qui va également apporter son avis sur la question. Il est certainement peut-être bloqué par les embouteillages ou les intempéries du moment. Il pleut sur Cotonou. Alors, monsieur Essa, vous êtes voilà, de retour ici. On avait parlé de la collaboration entre les parents et les enseignants. Aujourd'hui, on aborde un autre aspect. On parle aujourd'hui de la relation qui devrait exister entre les apprenants et leurs enseignants. Comment la définissez-vous d'abord?
Merci beaucoup et je remercie une fois encore et surtout que vous avez pris en compte nos préoccupations de la dernière fois pour inscrire ce sujet à l'ordre du jour. Relations élèves-professeurs, de façon générale d'abord. D'accord. Nous sommes dans le cadre scolaire, comme je l'avais dit la dernière fois, et le professeur remplace le parent. Et puisqu'il remplace le parent, on doit déjà dire que c'est la relation qui doit exister entre le père, ou plutôt entre les parents et les apprenantes. Ce serait la même relation qui doit exister entre professeur et élève. Bon, nous allons rentrer tout à l'heure dans les détails et définir un peu d'abord cette relation directe entre le professeur et l'apprenante. Et qu'est-ce que cela a comme implication et les limites qu'on ne doit pas franchir. Donc, de façon globale, l'enseignant, il est le parent de l'élève, et ceci dit, il y a des limites qu'il ne doit pas franchir. Monsieur Epiphanazon, votre avis sur la question, comment définissez-vous le cadre de la relation entre l'apprenant ou l'apprenante et son enseignant? Bonjour, chers téléspectateurs. Je crois que je n'irai pas contre ce que le surveillant général vient de dire, en ce sens que le professeur, l'enseignant, est le deuxième géniteur, le géniteur prime. En ce sens, il est le deuxième éducateur de l'apprenant, de l'enfant, et il prend la suite de l'éducation que l'enfant a acquise à la maison. Donc, c'est parents et enfants également, sauf qu'il y a des limites à ne pas franchir, on en parlera. On en parlera dans un instant. Rodrigola Babagbeto, on parle aujourd'hui de la relation entre les apprenants et leurs enseignants. Comment l'entrevoyez-vous dans le plus idéal des mondes? Bon, naturellement, dans le plus idéal des mondes, la relation entre enseignant et élève ou étudiant doit être, comme les invités sur le plateau l'ont dit, une relation entre enfants et parents, dans le plus idéal des mondes. Mais naturellement, comme l'idéal sur cette terre ou la perfection sur cette terre n'est pas vraiment chose commune, et tout, on va dire que aujourd'hui, on assiste à plusieurs dérives. C'est une évidence. Aujourd'hui, on assiste à plusieurs dérives. Et moi, je voudrais bien que sur ce plateau, on soit plutôt dans un débat où on dit certaines vérités comme cela se doit. Alors, moi, par exemple, j'estime qu'il ne faut pas en vouloir à un professeur, par exemple, qui en arrive à avoir, je vais dire, peut-être des sentiments pour son étudiante. Je prends ce cas-là, par exemple. Maintenant, on ne peut pas le lui interdire parce que, après tout, c'est un humain. Mais, au fond, il reste quand même à mettre de la jugeote dans la posture d'enseignant qu'on a. Si l'on en arrive, par exemple, à avoir des sentiments envers son étudiante, il reste quand même à mettre de la jugeote, à se dire, ben tiens, d'accord, je ressens quelque chose pour cette étudiante, mais au finish, comment est-ce que j'appréhende la situation? Comment est-ce que cette situation-là se gère? Et on réussit à se maîtriser, on réussit peut-être à ne pas en arriver à entacher l'avenir de son étudiante, si bien entendu elle est mineure. Si bien entendu elle est mineure, on va revenir sur tous ces aspects. Mais vous, Monsieur Essa, vous qui êtes surveillant général au CG à Papa-Centre, c'est sûr que vous rencontrez tellement de cas entre élèves et professeurs, parfois ça s'emballe un peu trop vite. Mais justement, entre l'élève et le professeur, qui, selon vous, est fautif si la relation en arrivait à dépasser le cadre, scolaire? Parce que j'estime personnellement que l'élève peut, dans sa folie, excusez un peu l'expression, vouloir dépasser les bornes, mais le professeur doit savoir raison garder, comme le disait Rodrigue Ola Babagbeto, et prendre de la hauteur.
Oui, votre question m'amène d'abord à repréciser le cadre, le cadre scolaire et les types de relations qui doivent exister entre l'élève et le professeur. Quels sont ces types de relations? Alors, nous avons trois types. Il y a une relation directive. L'enseignant, c'est l'autorité, c'est l'aîné, c'est l'adulte, et cela doit prédominer. C'est le responsable. C'est le responsable. Donc, il émet des règles, il émet des principes. Et c'est à partir de ça d'abord que la relation se... C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure d'une relation directive. Ensuite, il y a une relation non directive. C'est-à-dire que l'apprenant aussi doit se sentir libre. L'apprenant, il est là pour connaître. L'enseignant doit lui laisser la liberté de s'exprimer. Une dernière relation, c'est une relation démocratique. C'est-à-dire qu'un climat de confiance doit s'installer entre les deux acteurs pour permettre, c'est-à-dire des échanges fructueux. Alors, ce cadre bien défini, vous comprenez avec moi que il y a bien des limites que l'enseignant ne doit pas... Parce que l'enseignant, d'abord, c'est l'autorité. Et une fois qu'il en vient à avoir des relations poussées, à avoir des relations déplacées avec son apprenant, il perd la première relation, c'est-à-dire la relation directive. Qui l'amène, n'est-ce pas, à imposer son autorité. Et si son autorité est à terre, vous acceptez avec moi que la relation pédagogique aussi sera perturbée. Et les implications sont là. Parce que, vous savez, avant d'être surveillant, je suis enseignant. Et en réalité, votre question devait être, Monsieur Ressa, est-ce que cela vous est arrivé, n'est-ce pas, une telle Je vous la pose donc. Justement, parce que nous ne sommes pas ici pour être hypocrites. Nous sommes des êtres humains. Merci. Et on peut trouver sa femme partout. D'accord? Et on ne peut pas blâmer de go un enseignant ou bien une apprenante qui entretient des relations un peu déplacées, mais il y a toujours à ne pas oublier que l'enseignant, il est le responsable. C'est lui l'autorité. Et c'est là justement que les tests condamnent plus l'enseignant que l'apprenant. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui est dans un rôle de responsabilité, quelqu'un qui est là d'abord pour éduquer, en vient, n'est-ce pas, des relations déplacées. Mais je le dis au départ, nous sommes des êtres humains, cela peut arriver. On ne doit pas oublier que nous sommes ici en position d'autorité, donc de parents. Et à partir de ce moment, c'est ce que nous devons dire à nos enfants, puisque nous-mêmes, nous sommes des parents d'élèves. C'est ce que nous devons dire à nos enfants, c'est ça que nous devons dire à notre apprenante. Et dans les cas extrêmes, vous savez, aujourd'hui, le contexte de l'école a beaucoup évolué. Avant, les élèves avaient un certain âge. Les professeurs aussi avaient un certain âge. Aujourd'hui, il y a une sorte de rupture et les enfants viennent au collège très jeunes. Les étudiants sont très jeunes. Et à partir de ce moment, puisqu'il s'agit, n'est-ce pas, de construire son avenir, l'enseignant doit connaître ses limites. L'enseignant doit connaître ses limites, mais parfois, et puis Fanazon, on a des élèves aux ailes un peu trop poussées. Elles sont prêtes à tout faire au professeur, à lui acheter à manger en récréation, à aller faire la lessive à la maison au professeur, à lui préparer à manger. C'est des initiatives. Il faut canaliser tout ceci quand on est professeur, même si ce n'est pas facile. Oui, il faut faire l'effort de limiter ces ailes-là. Il faut faire l'effort de limiter ces ailes et je crois que celui qui doit le plus les limiter et amener l'autre à comprendre que l'enjeu est ailleurs d'autre qu'aller faire la lessive, aller acheter à manger. Bon, encore que c'est l'aîné qui demande au moins âgé d'aller lui acheter à manger. Donc, je crois qu'il revient à l'aîné de connaître les limites et d'amener l'autre, qui est son apprenante, à connaître ses limites également. Donc, c'est ce que je puis dire, parce que, bon, c'est humain, hein? C'est humain. Lorsque vous avez la malchance de mettre au monde une fille très jolie, mais vous avez aussi cette malchance que cette fille soit au quotidien convoitée. Donc, il revient à l'enseignant de connaître ses limites et de savoir pourquoi il est là. Maintenant, en dehors de l'école, beaucoup de choses se passent. En dehors de l'espace scolaire, beaucoup de choses se passent. Et là encore, c'est humain. C'est-à-dire, on l'a connu à l'école, mais en dehors de l'école, bon, on la revoit pour dire, bon, écoute, et si on continuait cette connaissance-là hors de l'école?
Bon, c'est comme l'autre a dit. Et si vous le faites dans l'école, on vous enlève votre manteau d'enseignant et on vous punit. Maintenant, si vous voulez, si c'est cette fille-là qui vous plaît, il faut l'attendre en dehors de l'école. D'accord. Voilà. Je suis bien tenté de savoir, en tant que président de la fédération des parents d'élèves, est-ce que vous avez déjà eu à faire face à ce genre de cas? Des plaintes de parents d'élèves détournés ou emballés par... Oui, ça là, disons que, bon, à défaut de dire que c'est quotidien, c'est fréquent quand même. Et lorsque c'est fréquent, vous jouez du coup, vous êtes du coup dans la posture de briseur de relations entre l'enseignant et l'étudiante? Bon, oui, mais ça c'est le rôle du parent, ça. C'est le rôle du parent. Maintenant, il est à conseiller qu'en dehors de l'espace scolaire, si les deux doivent aller très loin dans leur relation, il faut qu'ils sortent du cadre scolaire ou bien du cadre universitaire. C'est ça. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas empêcher un enfant de convoiter un homme tant qu'il... Enfin, même s'il est son professeur, c'est un homme après tout. On ne peut pas empêcher un enseignant de convoiter une fille parce que c'est son élève ou c'est son étudiante. Non, il faut bien qu'un jour, les deux se marient. Il faut bien que les deux se marient. Alors, Monsieur Essa, vous l'avez dit, vous êtes enseignant avant d'être surveillant général. Cette relation qui finit hors du cadre scolaire démarre souvent bien dans le cadre scolaire. Vous avez des professeurs, je l'ai dit il y a un instant, qui désignent une fille. C'est des petites choses que parfois on observe dans le cadre scolaire. Vous allez nous dire si c'est bien ou pas, qui désigne une fille elle n'est là que pour lui acheter à manger. C'est-à-dire que c'est pas qu'à chaque récréation, il choisit comme ça une fille libre pour lui acheter à manger, ou même un garçon, mais il y a une fille qui lui est apparemment dédiée, il préfère bien ses services. Ça commence parfois par là, les affinités naissent. Il y a l'échange de numéros aussi. Parfois, ça aussi, vous allez nous dire, est-ce qu'un professeur doit échanger son numéro avec son élève de sexe opposé, bien entendu? Et si oui, jusqu'où peut aller l'usage donc de ces numéros de téléphone? Parce qu'après, c'est les messages WhatsApp jusqu'à 22h, 23h, des heures indues où l'élève et le professeur discutent au téléphone. Et ça va de jour en jour et ça gagne du terrain et en arriver à des étapes pratiquement irrécupérables. Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire qu'en réalité, ce qui gêne, c'est parce que la relation est de sexe opposé. Sinon, nous sommes des êtres humains. Et le professeur, au-delà de son rôle d'enseignant, d'éducateur, est aussi un être humain. Il est aussi une personne aux ressources que l'apprenante peut consulter pour des questions. Vous savez, le rôle que joue l'enseignant dans la vie d'un élève en général, c'est très fort, hein, et c'est très complexe. Alors, nous sommes dans un monde de méfiance. C'est pourquoi, justement, cette relation, ça pose problème. Si on n'était pas dans un monde de méfiance, en réalité, on peut échanger les numéros, ça peut aller, l'élève peut consulter son professeur à tout moment. Mais le problème, c'est quoi? Lorsque cela sort du cadre, disons, de l'acceptation, du consentement, et va dans le cadre du harcèlement, c'est là que le problème se pose. En réalité, depuis le début de l'émission, on dit que l'enseignant doit connaître ses limites. Une apprenante qui t'appelle, puisque je suis enseignant, cela arrive, que l'élève dise « j'ai besoin de vous pour un problème ». Mais déjà, dans la parenthèse, est-ce que c'est bon pour un professeur de donner son numéro aux élèves? Ça dépend. C'est pourquoi il faut toujours dire que, je disais au départ que nous sommes dans un monde de méfiance. Sinon, ça ne gêne pas. C'est un être humain. Monsieur, j'ai à vous parler. Mais je ne veux pas que ça soit dans le cadre scolaire. La législation scolaire interdit cela. Même des rapprochements, d'accord, avec l'élève de sexe opposé, que ça soit intime, on refuse ça dans le cadre scolaire. Mais je le dis toujours, nous sommes des êtres humains. Vous savez, lorsque vous créez cette confiance, en donnant par exemple votre numéro à l'apprenante, vous la mettez à l'aise. Et tout à l'heure, j'ai parlé d'une relation démocratique qui permet à l'apprenante, n'est-ce pas, de s'exprimer. Parfois, lorsque cela s'opère, vous arrivez, n'est-ce pas, à connaître
les motifs, les facteurs qui bloquent ces résultats scolaires. Mais puisque c'est une fille, une fois que l'on va constater que vous échangez des messages, l'interprétation de l'humain que nous sommes, du personnage lambda que nous sommes, c'est qu'il y a déjà affinité, il y a déjà lien d'intimité. C'est pourquoi la responsabilité toujours de l'enseignant est engagée. Quand est-ce que, où est-ce qu'il doit régler ces problèmes extrascolaires? Parce qu'il y a des problèmes extrascolaires. Où est-ce qu'il doit régler ces problèmes extrascolaires? Et lorsque vous mettez l'apprenante en confiance, et vous allez voir qu'il y a des apprenantes qui s'attachent à des professeurs. Il y a des professeurs qui s'attachent à des apprenantes, tout simplement parce que les relations extrascolaires l'amènent à le sauver, par exemple, d'une situation désagréable. Il y a des fois où l'élève vous apprend des choses et vous ne vous en revenez pas. Mais si vous n'avez pas établi cette relation de confiance, mais puisque ce monde est un monde de méfiance, tout ça, ça devient difficile. Sinon, en réalité, du côté humain, un problème ne se pose pas. Mais c'est du côté des suspicions que le problème se pose. Moi, je voudrais bien donner mon numéro à mon apprenante, mais il y a des limites. À chaque fois que je le donne, je dis, mais il y a certaines heures, on ne m'appelle pas. À certaines heures, on ne fait pas ceci. Pose-moi ton problème, parce qu'il y a des apprenantes qui sont incapables, n'est-ce pas, de vous parler face à face. Face to face, alors, ils sont obligés, n'est-ce pas, d'utiliser cet outil. On ne peut pas refuser, mais toujours avec une responsabilité de l'apprenant. Tout à l'heure, nous allons revenir sur le cadre juridique, d'accord, et permettre, n'est-ce pas, à nos collègues de savoir ce qu'il faut faire. D'accord. Avant le cadre juridique, Epiphane Azon, une fois encore, au niveau de votre fédération, est-ce que il vous arrive d'avoir des entretiens avec les parents d'élèves sur la sensibilisation qu'ils doivent faire au niveau de leurs enfants qu'ils envoient dans les écoles sur la relation à entretenir avec leurs enseignants? Oui, je crois que à la base, au niveau communal, tout ça là se fait lors des assemblées générales. Et lorsqu'il y a des cas qui se présentent, rassembler les parents d'élèves pour en discuter, c'est des cas souvent c'est des cas qui arrivent. C'est des cas qui arrivent. Donc, moi, je crois que il faut quand même que chacun connaisse son couloir, ses limites et qu'est-ce qu'il ne doit pas franchir comme limite. C'est autant valable pour l'apprenant que pour l'apprenant. Mais parfois, l'apprenant est moins renseigné, je dirais, moins conscient, j'ai envie de dire, moins mature, un peu plus naïf parfois, même s'il y en a qui sont très malicieux, elles savent très bien ce qu'elles font. Et c'est des pièges tendus aux professeurs. Mais globalement, le plus responsable, en tout cas, des deux parties, c'est l'enseignant. Oui, c'est pourquoi il faut une communication permanente entre parents et enfants. Il faut une communication permanente. C'est-à-dire qu'il faut des échanges entre parents et enfants avant que cette dernière ne quitte la maison. Qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire, qu'est-ce qu'elle doit se méfier de faire. C'est ça. Mais lorsqu'il n'y a pas cette communication-là, l'enfant, est traîné par la rue. Il y a l'éducation de la rue qui prend le dessus en même temps. Et puis, la rue, ça veut dire qu'elle échange avec ses collègues. Ses collègues lui prodiguent des conseils qu'elle ne doit pas suivre. Mais malheureusement, qu'elle suit naïvement. C'est ça, et elle tombe là-dedans. Mais moi, je suis tenté de savoir. Alors, on ne peut pas prédire que lorsqu'on est enseignant, dans la classe qu'on dirige, il n'y a que des enfants ou des étudiants qui sont tous cadrés par leurs parents. On est d'accord? Il y a toujours des brebis galeuses. Il y a toujours des brebis galeuses. Il y en a, et là, je vais peut-être partager un cas avec vous. Une fille, une étudiante, qui a peut-être été envoyée par ses parents, peut-être à l'étranger, pour être suivie peut-être par son frère, ici, en ville. Mais le frère étant tellement occupé par son travail et tout, n'arrive pas vraiment à guider cet enfant. Et cet enfant, voilà, en classe, trouve en son professeur la bonne personne pour lui servir de guide. Et est tellement focalisé sur cette idée qu'elle a derrière la tête, au point de tout le temps
harceler, voilà, on va sortir le mot, harceler son professeur. Comment est-ce qu'on gère un tel cas? Est-ce que c'est forcément le professeur qui doit dire « niet » ou il faut que le professeur, dans la méthode, puisse en arriver à gérer la situation? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Moi, je pense qu'il revient au professeur, à l'aîné, de conseiller la fille à ne pas aller au-delà de là où elle doit aller. Mais au point d'en arriver à briser cette confiance qu'elle a en son professeur, est-ce que ça ne va pas lui faire un choc, puisque déjà c'est quelqu'un qui n'a pas jusqu'à venir en classe, elle n'a pas réellement de suivi, elle n'a pas un guide réel. Le professeur, qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, comme je l'ai dit, le professeur doit la conseiller à ne pas franchir des limites. Si malgré ces mots, elle persiste. Si elle persiste, le professeur rompt le silence et se plaint ailleurs d'autres. Okay. Pour que ceux ailleurs d'autres rappellent cette apprenante-là à l'ordre. Ou carrément, il fait, bon, évidemment, le cas où les parents ne sont pas là et elle est avec un tuteur, là, c'est plus compliqué et puis c'est l'administration qui pourra gérer ça. Du coup, on peut en arriver à renvoyer une élève le problème, au fait, le président n'a pas bien compris. Mais sinon en réalité, je voudrais aussi que vous puissiez repréciser votre pensée. Puisque, est-ce que c'est pour des conseils que l'apprenante devienne aussi assurante? Est-ce que c'est pour demander des conseils ou bien est-ce que c'est pour vivre une relation amoureuse avec le professeur? Ça part des conseils et après ça aboutit à... Voilà. Non, mais c'est justement là, il faut faire la part des choses. L'apprenante qui n'a pas un soutien à la maison, qui trouve en son professeur la personne idéale pour l'orienter dans la vie, il n'y a pas de mal à ça. Mais lorsque son intention est d'entretenir des relations amoureuses avec le professeur, c'est là où le président a raison. C'est là où l'enseignant doit savoir non seulement raison garder, mais orienter cet apprenant pour qu'on n'aille pas. Il y a des cas comme ça qui sont arrivés. Moi, je suis enseignant. Depuis 2003, j'ai rencontré des cas comme ça. Il faut être suffisamment mûr dans la tête pour ne pas tomber dans les dérives. Vous comprenez? Donc, lorsque le harcèlement vient de la part de... Encore que nous sommes dans une relation, je l'ai dit tout à l'heure, d'autorité. Lorsque moi, je ne peux pas aller dire qu'une apprenante me harcèle. C'est moi l'autorité. Même si on comprend ce que vous voulez dire, que lorsque l'apprenante s'habille d'une certaine manière, lorsque l'apprenante se presse de prendre votre sac, il y a des comportements sexuels qui ne trompent pas. À partir de ce moment, l'enseignant doit être très fort dans la tête et si cela dépasse sa compétence, il le dit, mais ne jamais garder le silence. Mais justement, lorsqu'il le dit, quelle doit être la conduite à tenir? Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut en arriver à renvoyer une étudiante de l'établissement dans ce cas de figure? Le fait, c'est créer un cas social. D'accord. Le fait, c'est créer... L'enseignant aussi, qui se retrouve dans ce cas-là, doit être psychologue. C'est pourquoi il parlait tout à l'heure d'être mûr dans la tête. Il y a des comportements, il y a des choses à dire à cette apprenante pour qu'elle puisse savoir raison garder. Mais se jeter, la rabrouer, vous créez encore un autre choc psychologique qui peut avoir d'impact négatif sur son rendement scolaire. Donc l'enseignant doit faire preuve de tact pour arriver, n'est-ce pas, à raisonner cette apprenante. D'accord. Alors, on ne va pas limiter le débat aux relations de sexe opposé entre l'enseignant et l'apprenante. Il y a aussi entre l'enseignant et l'apprenant de même sexe, mais la relation est un peu trop poussée dans le sens où l'apprenant devient comme le garçon de course de l'enseignant. Je pense que ça, c'est carrément sorti déjà du cadre scolaire. Parfois même, il devient l'entremetteur, c'est-à-dire que c'est le facilitateur entre le professeur et les jeunes filles du quartier ou de l'école. Il partage tellement une vie si intime, même étant du même sexe, qu'il connaît pratiquement toute la vie privée du professeur. Ça aussi, ça existe, ça? Vous avez soufflé. Non, en fait, celui-là a cessé d'être enseignant. Hein, un enseignant qui agit de cette façon a cessé d'être enseignant depuis. Et moi, je le dis à mes amis, ils m'écoutent. Hein.
il y a des limites, il y a des choses qu'on ne peut pas me dire. Je m'énerve rapidement. J'impose mon autorité. Et lorsque l'enseignant en vient, et les cas sont légion, hein, malheureusement, et c'est une question de formation. Et je le dis, nous avons besoin de formation. L'école a besoin, n'est-ce pas, de former ses acteurs, notamment les enseignants, sur, en réalité, ces types de relations. L'enseignant ne doit pas mettre son autorité par terre. Lorsque l'enseignant vient par exemple à dire à son élève, achète-moi, donne-moi 100 francs là, mais il cesse d'être un enseignant. Achète-moi du pâté avec ton argent. Un collègue... Ça existe, hein, quand les fins du mois deviennent difficiles, qu'on voit un élève dans la cour qui a l'air d'en avoir un peu dans les poches. Bon, écoute, va me prendre de la bouillie et du pâté avec ton argent. C'est difficile, hein, c'est difficile et je pense que Dieu nous épargne de ces situations. Mais quand ça arrive, il faut que les collègues aient le courage de s'adresser à un autre collègue. Carrément. Et non de ça. Parce que c'est des situations qui arrivent. C'est des situations qui arrivent, on est humain, on vit ces situations. Mais en venu, n'est-ce pas, prendre son élève, n'est-ce pas, comme son garçon de coude. L'enfant va l'envoyer même dans des questions d'intimité de l'enseignant. L'envoyer par exemple. Non, celui-là a cessé d'être enseignant. C'est sa compagne ou bien... Mes collègues m'écoutent, ce n'est pas pour les juger, pour moraliser, mais ils ont cessé d'être enseignants lorsqu'ils en viennent là. D'accord. Alors, on va revenir sur le cadre légal, mais Monsieur Epiphane Azon, c'est une question importante aussi, hein, la relation entre enseignant et apprenant, pas apprenante, mais avec l'apprenant aussi. Parfois, il y a des affinités qui naissent entre l'enseignant et son apprenant, parce que l'apprenant est peut-être quelqu'un de libertin dans la tête, il est disponible à tout faire au professeur, à faire ses courses au quartier, à se faire envoyer même dans des situations qui relèvent de l'intimité de l'enseignant. La finalité, c'est qu'il connaît toute la vie de son enseignant et il peut vous montrer la maison, même des maîtresses, hein, excusez de dire ça comme ça, de l'enseignant. Il sait tout de l'enseignant et la finalité, c'est que l'enseignant n'a plus vraiment d'autorité sur lui en classe parce que, voilà, il détient quand même pas mal de secrets. Non, mais c'est effectif. Depuis que il est interdit de harceler les filles dans l'espace scolaire, je crois que c'est ça, c'est ce phénomène que nous observons. C'est-à-dire, il y a des garçons, des élèves garçons qui sont... Qui jouent les entremetteurs. Voilà, qui jouent les entremetteurs. Ça, là, c'est devenu même fréquent. Hein? J'ai connu des cas... C'est lui qui charge la commission. Bien sûr. Oui. Et c'est... Bon, lorsque la fille veut, c'est bien. Lorsque l'apprenante veut, c'est bien. Mais lorsqu'elle ne veut pas, c'est dans les rues. Hein. Ça s'entend dans les rues. Hein. Hein? Donc, mais il faut noter quelque chose. Il y a de ces accointances circonstancielles pour surtout sauver des situations. Oui. Moi, il m'est arrivé, n'est-ce pas, de dire à un de mes apprenants, voilà ma maison, viens me voir, parce que je veux régler un problème. Je suis responsable. Je prends à témoin qui je dois prendre à témoin. Mais quand ça dépasse cette circonstance, c'est que ça. Donc dire que de go, on ne peut pas inviter l'apprenant à la maison, c'est se mentir. Il y a des questions, on a besoin, n'est-ce pas, de le mettre dans un autre environnement, dans une certaine confiance pour l'écouter. Donc c'est circonstanciel, mais ça ne s'étend pas. Il y a beaucoup de cas que nous avons sauvés comme ça. Venir chez nous, ce n'est pas rentrer dans notre chambre à coucher, ce n'est pas rentrer dans notre intimité, mais c'est juste régler un problème, d'accord, qui nous tient à cœur. Mais c'est aussi un piège. Hein. Oui, mais celui qui voit la fille entrer dans la maison du professeur... Son interprétation est immédiate. Il ne cherche pas à savoir si c'est allé jusque dans la chambre à coucher. Hein. Il est entré dans la maison et on l'a suivi. Il est entré dans le salon. La suite, s'il y a un rideau, on ne sait plus la suite. Hein. On ne sait plus la suite, c'est pourquoi. Oui, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de vous prenez à témoin. J'ai dit ça dans mon raisonnement, vous prenez à témoin. Encore que la question concernait les garçons. Et quand c'est une fille, ça devient encore un peu plus délicat, comme l'a dit le président. Mais vous prenez toujours à témoin parce que vous avez besoin de régler un problème. Vous savez, nous confions des charges aux professeurs principaux dans les salles. Ils ont des charges qu'ils ne connaissent pas. D'accord, s'ils arrivent, n'est-ce pas, à réussir ça, il y a beaucoup d'apprenants que nous allons encore gagner. D'accord. Est-ce qu'un enseignant, avant qu'on en arrive au cadre légal, est-ce qu'un enseignant doit répondre à l'invitation d'un élève ou d'une élève? Où?
chez lui ou bien... Invitation privée. Non, je pense que ce n'est pas indiqué. Ce n'est pas indiqué. Que ça soit garçon ou fille, ce n'est pas indiqué. Mais il y a des situations solennelles, hein, comme la réussite à un examen, par exemple. L'enfant peut dire, bon, mes parents veulent voir mes professeurs. Ça, c'est un autre cadre. Mais une invitation intime, monsieur, je veux vous rencontrons-nous quelque part, je pense que ce n'est pas ce n'est pas indiqué. Bon, même si, entre parenthèses, nous parlons de ça ici, mais il y a des circonstances où la chair prime sur la raison. il est bien franc, hein, monsieur Essa, c'est ce que j'aime chez lui. Alors, on va aborder le cadre légal. Alors, que dit la loi? Qu'est-ce qui doit être fait? Donc, la loi punit le professeur qui entretient des relations intimes avec son élève, avec son étudiant. La loi punit. Et sur ça, il faut être formel. Et sur ça, je veux être grave sur le plateau et dire à mes collègues qu'ils ne sont pas en sécurité. Lorsqu'ils se laissent, n'est-ce pas, à de ces actes, ils ne sont plus aujourd'hui en sécurité. Ils ne sont pas couverts parce qu'ils auront toujours tort. On parle toujours de la relation de subordination, de la responsabilité de l'apprenant et de l'enseignant. Et c'est là où je dis que je dois être grave en disant à mes collègues de faire très attention et de ne pas pousser les relations à l'extrême. Sinon, ils seront les seuls à répondre. Et la loi aujourd'hui, elle est ferme. Le président en place l'a martelé tout dernièrement. Et lorsqu'un enseignant tombe dedans, il sera frappé par le coup de la loi. Et la criette se saisit rapidement de ça. Je dois dire à mes collègues d'être très... Et je dis, dans tous les cas, le professeur est fautif. À la fin, quand on retourne la question dans tous les sens, le professeur, il n'y a pas d'argument qui puisse donner, je suis grave en le disant, il n'y a pas d'argument qui puisse donner pour dire, bon, c'est elle qui a fait ci, c'est elle. Non, l'enseignant, puisqu'il est autorité, devrait savoir raison garder. Et il ne faut pas qu'il outrepasse ces limites-là. C'est très important, surtout qu'aujourd'hui, on ne regarde, ça ne fait même pas 72 heures avant qu'on ne fasse votre mandat de dépôt et vous allez réfléchir là-bas. Les choses, non, nous ne sommes plus, le rôle de l'enseignant a beaucoup évolué. Il y a des années, l'enseignant c'était le Dieu, c'était le chef, c'était le maître suprême. Mais aujourd'hui, on a dilué, on a fragilisé son rôle de telle sorte qu'on l'a réduit. D'accord, dans ses interventions. Et lorsqu'on en vient à révéler, lorsqu'il suffit que l'apprenant le dit, on ne cherche même pas à savoir si c'est vérifié ou pas. Une fois que l'apprenante le dit, les tests sont clairs, le professeur sera puni. Vous allez répondre de ça. Ouais. Et il faut qu'on fasse attention. Et je l'avais dit au départ que nous sommes dans une école aujourd'hui où les enfants sont très très jeunes. Les enfants, vous avez en terminale des enfants de 15 ans, de 16 ans. Quelle relation vous allez entretenir avec ces enfants-là qui dépassent le cadre scolaire? Donc, la législation en vigueur aujourd'hui ne protège pas le professeur, ne lui trouve pas des circonstances atténuantes pour l'ôter, n'est-ce pas, de ces situations. C'est pourquoi il faut l'éviter. Mais est-ce qu'on a une idée des sanctions qu'en cours? Non, c'est la prison. C'est des amendes. La prison, je pense que ça va de 6 mois jusqu'à 5 ans de prison, si mes souvenirs sont bons. Alors, imaginez un enseignant qui perd 5 ans de sa vie en prison. Il devient quoi? Et il faut toujours penser aussi à sa famille. Encore que même après la sortie, maintenant vous êtes stigmatisé, ça reste. Ça reste. Ouais, ça reste. C'est une trace clairement matérielle. Monsieur Azon, votre avis sur la question, on va boucler. Non, mais en la matière, il y a eu un laisser-aller pendant longtemps, mais depuis que cette loi-là est sortie, je crois que chaque enseignant doit savoir raison garder, parce que là, ça punit, ça ne cherche pas à savoir si c'est l'apprenante qui a harcelé, mais est-ce que l'enseignant a tenu le coup, est-ce que à qui il s'est plaint? S'il ne s'est pas plaint, là, non seulement il est radié, mais il fait la prison d'abord avant d'être radié. Donc, moi, je crois que il vaut mieux faire très très attention, et ça là c'est à l'attention des enseignants. On a encore 5 minutes. Mais est-ce que vous avez remarqué une certaine régression de ces cas-là depuis que cette loi est désormais de mise? Oui, la peur de perdre son emploi et de se retrouver en prison a fait qu'il y a une nette régression. Bon, disons que le cas zéro n'existe toujours pas. Il y a des gens qui s'entêtent, un peu comme
les motocyclistes qui prennent la voie principale. Et en tant que président, Bruno, vous permettez, en tant que président de la Fédération nationale des parents d'élèves, comment est-ce qu'on arrive, par exemple, à gérer des cas quand ils doivent être dans le fin fond du pays, dans des zones reculées, par exemple, où on sait qu'il n'y a pas vraiment de suivi, quand on sait que, par exemple, au nord, je crois que récemment, j'ai lu dans un journal qu'il y avait un professeur qui avait enceinté une jeune fille, des choses comme ça. Comment est-ce que, en tant que fédération, du moins président de la Fédération nationale des parents d'élèves, on arrive à sensibiliser les parents jusque dans le fin fond du pays? Bon, est-ce que c'est les parents qu'il faut sensibiliser, encore qu'il faut qu'il y ait une communication permanente entre parents et enfants, je l'ai dit. Bon, mais lorsque ces cas-là se présentent, je crois que la police est dans tous les tréfonds du pays. Bien sûr. Et puis, il y a un tribunal un peu partout, dans les chefs-lieux de département. Donc, je crois qu'il n'y a pas de problème à ce niveau, à se saisir du dossier. Donc, ça dépasse là la fédération que nous constituons. Ça dépasse. Maintenant, il y a certains parents qui couvrent la situation et qui disent, bon, je ne sais pas si ma fille aura la chance de trouver encore un homme, encore que celui-là, il est enseignant, il est salarié, qui pourra s'occuper de mon enfant, laisser tomber, n'envoyer pas en prison. Mais le fait est là, les tests sont là, la loi est là, têtu. Donc, il faut qu'il aille en prison, même si le parent intervient. Alors, juste ça, votre mot de la fin, nous sommes à 2 minutes de la fin. Je voudrais vous remercier pour ce débat. Et justement, je profite pour glisser une question. Est-ce qu'en conseil de professeur, vous abordez la question? Est-ce que vous essayez de remettre sur le chemin certains collègues dont vous avez remarqué des déviances dans leur comportement vis-à-vis des justement, et je pense que c'est toujours dans le rapport moral, on revient toujours sur ça. Et c'est très important d'avoir initié ça. Et je voudrais que vous puissiez continuer dans ce sens pour rendre la relation élève-professeur saine. Davantage saine, c'est notre souhait et je sais que c'est votre souhait en tant qu'enseignant. Merci beaucoup à vous. Juste, et ça, je rappelle que vous êtes le secrétaire, le surveillant, pas secrétaire, le surveillant général du sujet à Kwakwa Centre, mais vous êtes à la base enseignant de français dans les collèges et lycées. À côté de vous, nous avions eu également en plateau M. Epiphanazon, président de la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants du Bénin, et mon collègue Rodrigola Bababoueto qui est resté pour donc ce débat du jour qui a porté sur le thème de la relation à entretenir entre les élèves et les enseignants, les limites à ne pas franchir par l'un et par l'autre. J'espère que vous avez pu tirer bon profit de ce débat, puisque nous sommes à 2 semaines de la rentrée. La question fera surface à nouveau. Merci d'être resté en notre compagnie jusqu'à 9h. On se quitte et on se donne rendez-vous demain à partir de 7h pour un autre numéro de la parenthèse. À très vite et bonne journée.